Chapitre 6. Un soir, à 11 h, Conchita me fit venir chez le colonel des dragons. Non sans une pointe d'étonnement, j'y trouvais réunis, outre le colonel, Jaime, le père Florida et un capitaine d'infanterie que je ne connaissais pas. Jaime me dit « Felipe, le père a voulu que tu sois là. » Le père Florida jeta un de ses regards brefs et profonds à Jaime, puis me sourit légèrement. « Colonel, nous ne pouvons plus attendre, » s'écria Jaime. « Il faut lundi prochain attaquer le palais et fusiller Ramirez. » Le colonel était un fort vieillard à la peau rouge et aux cheveux roses, qui se contenait avec un grand hareng pour ne pas regarder à chaque minute Conchita, décolletée de la façon la plus ravageuse. Il poussa un grognement épouvantable. « Ne pas attendre! Mais il y a un mois que vous êtes arrivé, vous avez bouleversé mon régiment qui ne m'obéit plus. Et vous voulez nous lancer dans une aventure dont on ne voit pas le bout ?» Le colonel considéra avec effroi, droit devant lui dans le vide, cette absence de bout. Puis il se tourna vers le père Florida, qui regardait aussi les épaules de Conchita, mais avec une curiosité glaciale. « Père, voyez-vous le bout de cette affaire ?»« Mais oui, colonel. Les dragons vont rétablir en Bolivie le gouvernement modéré qui n'aurait jamais dû être insulté comme il l'a été à plusieurs reprises depuis 20 ans. N'avez-vous pas le plus grand respect pour la tradition de Bolivar ?» Le colonel se crut autorisé à prendre à témoin de sa vénération pour Bolivar Conchita et toute la magnifique surface de sa chair. Jaime se tourna vers le capitaine d'infanterie, qui était mince, vert, silencieux. « Le capitaine Fernandez est sûr des 2/3 de son régiment. » Le capitaine précisa d'une voix fiévreuse « Des hommes, pas des officiers, et il faudra arrêter le colonel, mais c'est tout à fait possible. » Le capitaine montra les dents. Il se réjouissait à l'idée d'arrêter son colonel, réjouissance verte qui faisait couler dans ses veines la bile de son foie. « Alors donc, nous allons établir le plan d'attaque. Donnez-moi du papier. » Mais il n'y avait pas de papier dans la maison. Le père Florida sortit un petit carnet où il déchira avec un soupir 2 ou 3 feuillets. Jaime se mit à dessiner avec un crayon si brutal que le papier crevait et que la future action apparaissait comme une chiure de mouche. Je regardais avec résignation le père Florida qui suivait d'un œil aigu la démonstration de Jaime. Demain, il rapporterait tout cela à Don Benito. Alors, où allions-nous ? Tout cela devenait grave. Nous allions à la mort. Pas de l'envie de vivre. Je me demandais s'il ne fallait pas assassiner le père Florida à la sortie de ce conseil. Que pensait donc Jaime ? Celui-ci faisait longuement la leçon au colonel et au capitaine, si bien que Conchita, lasse de fumer et de boire, me demanda de prendre ma guitare. Jaime jura pour la faire taire, mais enfin, il acheva ses recommandations, où se révélait l'audace la plus simple, c'est-à-dire une parfaite intelligence qui semblait charmer Florida. « Capitaine, j'aurais aimé vous avoir parmi mes élèves. Vous auriez mordu à merveille à la logique. »« J'ai peur des livres, » murmura Jaime. « Maintenant, chante, Conchita. » Conchita et moi, nous jouâmes et chantâmes tour à tour. Puis il fallut qu'elle dansât, pour étouffer l'ennui. Elle avait beaucoup bu. Aussi ondula-t-elle avec une lascivité qui brisait les justes liens. Le colonel avait bu aussi, et ne retenait plus ses transports. Jaime commençait à l'examiner, tout colonel qu'il était, comme un bœuf bon à égorger, et dont on mesure le garrot. Pendant une pause, j'attirai Jaime dans un coin. « Jaime, le père Florida livrera ton plan demain à Don Benito. »« Non, imbécile. Il l'a tenu au courant de toutes nos premières démarches. Pour ne pas lui découvrir la suite. Qu'en sais-tu ? Le père Florida sait que Don Benito ne peut pas durer. Pour lui, moi aussi bien qu'un autre. Mais ces jésuites ont intérêt à garder Ramirez, qui est l'homme des grands propriétaires. Ils pensent que le changement est la règle. Tu es devenu fort savant, Jaime. Tu crois comme Conchita que je suis bête parce que je suis beau. Tu m'aimes et tu me méprises. » J'étais confondu par l'extraordinaire croissance de notre Jaime. « Et le docteur Belmez ? Si les jésuites marchent avec nous, les francs-maçons seront contre nous. »« Non, j'ai vu Belmez, je lui ai donné des assurances. »« Aux jésuites aussi ? » ?»« Aussi. » Tout cela est embrouillé. Les uns et les autres n'ont jamais fait que constater les événements. En tout cas, demain, le père Florida décidera de notre sort. Je t'ai dit, idiot, que si ce n'est pas moi, un autre se lèvera contre Ramirez. Chapitre 7.
La nuit suivante, comme j'avais joué au café Eldorado pour des amateurs de peu, je rentrais tristement chez moi quand un scabreux galop secoua ma triste rue. C'était Jaime, suivi de quelques dragons. Il s'arrêtait devant ma porte. « Felipe, saute sur ce cheval et suis-moi. » Par les 2 mamelles de la Vierge, il avait Conception au travers de sa selle, et elle était ficelée et bâillonnée. Je ne sautais pas sur le cheval, je me hissais dessus, et par la suite je dus m'y cramponner, bien péniblement. Notre cavalcade gagna le faubourg par les rues détournées, et nous fûmes bientôt dans la campagne, où le galop me parut moins périlleux que sur les pavés pointus de notre pauvre capitale. Mais comme notre course ne se ralentissait pas, j'eus bientôt les fesses en feu, les reins noués et le cœur désorbité. Je profitais d'une sorte de halte à un croisement de chemin pour m'approcher de Jaime. « Ah, tu as ta guitare. J'avais peur que tu ne l'aies laissée. » Je m'aperçus en effet que je l'avais attachée avec mon mouchoir à ma ceinture et qu'elle n'était pas brisée. « Qu'arrive-t-il ? Je te raconterai. Où allons-nous ? À Cochabamba, rejoindre ceux d'Agreda. » Je ne dirai pas le voyage qui, pour moi, fut un supplice, car nous allâmes sans cesse à un train d'enfer. À notre arrivée, le sommeil l'emporta sur la curiosité. Quand je m'enquis de Jaime, je marchais comme un canard, ayant eu les fesses emportées. Jaime rit en me voyant. Je lui posais des questions, mais il me fallut travailler sur ses réponses laconiques pour comprendre ce qui était arrivé. Jaime était devenu jaloux du colonel des dragons, et le lendemain, il l'avait fait surveiller. C'est ainsi que vers le soir, il avait pu le surprendre dans une maison du faubourg, y recevant Conchita. Il avait tué le colonel, enlevé la fille et décidé de rallier Agreda. Je poussais de grands soupirs. Nous étions perdus. Que faire ? Que faire ? Tu n'entends pas les trompettes ? Dans 1 heure, nous marchons sur La Paz. Et il me tourna le dos. Je courus de droite et de gauche pour essayer de comprendre ce que pouvait être son plan de campagne. On me dit qu'une partie de la garnison de La Paz s'était révoltée à l'incitation de Fernandez après notre départ et, sortie de la ville, attendait notre renfort. Comme les autres parties de l'armée étaient dispersées aux 4 coins du pays, nous pourrions sans doute livrer auprès de La Paz un combat à armes égales. Et Conchita, qu'était-elle devenue ? On pensait que Jaime l'avait fait enfermer quelque part, à moins qu'il n'eût décidé le pire. Je fis une prière à la Madone pour que cela ne fût vrai. Après tout, la Madone n'est peut-être pas aussi indulgente pour les putains que son fils. J'installai tant bien que mal mon derrière écorché sur le dos d'une mule, et je me mis à la queue du régiment. Au moment du départ, Jaime s'était avancé sur le front de la troupe avec une magnifique convenance qui avait arraché des cris unanimes aux cavaliers et aux officiers. Ceux d'Agreda trouvaient que leur Jaime avait joué un bon tour aux dragons et que l'audace éhontée de leur colonel méritait une raclée générale à passer sur le dos, à grands coups de sabre, de toute cette engeance. Si mes fesses ne m'avaient fait souffrir, j'aurais été tout à fait heureux de notre expédition. Rien de plus beau que de marcher la nuit dans notre pays. Nous vivons à des milliers de pieds au-dessus de la mer, et partout où le regard se dirige, ce sont toujours, proches ou lointaines, des montagnes plus hautes encore. Le cœur se serre quand on pense que, porté si haut, l'homme n'est pas maître d'un autre destin que dans les plus bas pays du Pérou ou du Chili. Il y avait un clair de lune si pur qu'on ne se croyait pas sur la terre, mais en plein ciel, dans quelque centre plus certain de l'univers. Les montagnes, chargées de neiges indestructibles, étaient des voies lactées toutes proches de mon âme. Et au-delà du cliquetis et de la rumeur de la colonne, je percevais un silence plus pénétrant que celui de mes livres. Ô théologiens, vous ignorez que vous êtes aussi des poètes et que vous hantez les mêmes sommets éternels où par les belles nuits le haut vers lyrique vient accomplir vos balbutiements essentiels. Des chevaux et des hommes s'épanchait une forte odeur qui venait mêler à mon bonheur céleste les plus braves alacrités de la terre. Maintenant, mes fesses s'étant accoutumées à leur perpétuelle contusion et relancées par ce mal fumet vers mon ciel, je pouvais m'imaginer comme ce centaure Chiron qui fit l'éducation, la lyre au poing d'Hercule. De temps à autre, quand un sursaut de la route le permettait, j'apercevais mon Hercule dressant sa stature en avant des hommes et des chevaux. Bientôt je n'y tins plus, et cognant au flanc de ma trop paisible monture, je remontai la colonne jusqu'à rejoindre le chef. Je mis en avant l'excuse habituelle de mes audaces, et je posai ma guitare sur le pommeau de ma selle. « Oui, Felipe, chante, chante notre victoire de demain !» Avec une voix que je ne m'étais jamais connue, j'entonnais le chant des cavaliers d'Agreda. Alors il sembla que toute l'animalité que nous traînions après nous s'éveillait à la beauté inouïe du site.
Les chevaux tirèrent le coup, agitèrent leurs gourmettes d'acier, et 2 ou 3 hennirent. Les âmes des hommes, au refrain, s'élevèrent d'un seul élan au-dessus d'eux-mêmes, qui se dandinaient sur les montures. Le plus haut cœur de la terre composa la magnifique illusion d'un chant qui atteignait en plein les étoiles. Ah, si tu n'as pas entendu chanter à pleine gorge les hommes qui, par la grâce de la guerre, savent enfin qu'ils allaient tous les jours à la mort, tu ne peux connaître la fugitive beauté d'être leur frère. C'est quand le cheval est préféré à la femme et le fer à l'or. Béni soit Apollon et le dieu solaire des Incas. J'ai chanté les hommes plus souvent que les femmes. Du reste, dans nos contrées, au sang indien, la femme admire l'homme et n'attend rien que de son bienfaisant mépris. Quand nous fûmes là de chanter, je demandai à Jaime « Qu'as-tu fait de Conchita ?» Je l'ai cravachée. Je serai vainqueur avant qu'elle ne soit guérie. Dans l'ombre, sa voix était ferme, et je me dis que l'appel du combat l'avait arraché au charme inepte de sa danseuse, qui ne savait point que ses pas entraient dans ceux de ses étoiles, autour de nos têtes. J'étais amèrement heureux qu'elle fût loin de nous. Et il me semblait reconnaître dans la voix de mon maître, dans l'ombre de son chapeau, le même sauvage contentement. « Que feras-tu quand tu seras vainqueur, Jaime ?» J'ai toujours regretté cette question dans ce moment. « Bah, grogna Jaime, chante encore !» Non, ce ne serait plus pareil. Chapitre 8. Quand le combat commença, je fus saisi entièrement par l'orgueil. Mais c'était un orgueil que je voulais épancher dans tous mes compagnons et qu'il faut appeler amour. Ému par l'approche d'un événement tout à fait inconnu, mais qui aussitôt semblait fait pour remplir mon cœur, je m'étais glissé jusqu'auprès d'un détachement d'avant-garde. J'étais toujours juché sur ma mule. Je n'avais pas de sabre, seulement un pistolet. Nous étions sur un chemin encaissé, entre de hauts talus, et qui descendait dans un creux pour remonter en face de nous jusqu'à une crête au-delà de laquelle il disparaissait. Soudain, nous vîmes apparaître sur cette crête quelques cavaliers ennemis. Ils portaient le brassard rouge alors que nous avions le brassard blanc. Le parti rouge, chez nous, était le parti des aristocrates, et le parti blanc, le parti démocrate, à l'inverse de l'Europe. Puis-je dire qu'une pensée eut le temps de me traverser l'esprit? Déjà, j'avais tiré de ma botte mon poignard et j'en avais frappé la cuisse de ma monture, qui poussa un horrible braillement et, après 2 ou 3 ruades qui auraient dû me jeter bas, me porta en avant. Nos hommes sursautèrent et, montés sur des bêtes plus guerrières, me dépassèrent en un instant, courant sus aux arrivants. Dans le creux du chemin, il y eut mêlée, et grâce à mon poignard, je n'y arrivai pas trop tard. Ma mule enragée se chargea par ses cabrioles de m'y assurer un rôle singulier. Tant et si bien qu'elle et moi, nous heurtant aux ennemis et aux amis, nous finîmes par culbuter. La chute me parut assez longue, mais le contact avec la pierraille fut brutal et déchirant, et je perdis un peu le bienheureux sens des choses terrestres dont j'étais en train de jouir. Quand je me réveillai, il n'y avait plus sur la route que 2 ou 3 gisants comme moi, et j'avais fort mal au bras droit et à la jambe droite. Mon vêtement était déchiré et je saignais. Ma mule s'était relevée et, oublieuse de son indignation, broutait quelques broussailles. Je me mis debout aussi, non sans ressentir des douleurs assez mordantes. Un homme à terre m'injuriait. C'était un rouge, et il me réclamait de l'eau comme si c'était son dû. À ce moment, je me retournai et je vis nos hommes disparaître du côté d'où nous étions venus. Je me dis que les autres, qui s'étaient tout à fait dérobés derrière la crête, allaient revenir en force, et je courus après ma mule. Mais elle était brouillée avec moi, et par ses gambades me fit comprendre qu'elle ne se souciait pas de porter un aussi farouche guerrier. Je me décidai à gagner au pied, mais mes blessures chauffaient, et ma cuisse droite m'était de mauvais usage. Tandis que je remontais en boitant le chemin encaissé, je regardais souvent derrière moi, avec inquiétude. Mon pressentiment était juste, car un groupe beaucoup plus nombreux de cavaliers ennemis surgit et commença de dévaler vers moi. Si je restais sur le chemin encaissé, dans un instant je serais écrasé par leur galopade. Je me mis en hâte de grimper le long d'un des talus. Il était très abrupt et me donna beaucoup de peine à cause de l'engourdissement de mes membres droits. La pierraille cédait sous mes bottes et sous mes mains crispées, et après une première tentative, je retombais en bas. Je me relançai aussitôt, essoufflé et gémissant, mais quand la trombe arriva, je ne m'étais pas hissé tout à fait assez haut, et un coup de sabre, par bonheur mal appliqué, entailla ma culotte de cuir, là même où elle était déjà tout éraflée par ma chute. Un cavalier qui était un peu en arrière du groupe m'avisa, et comme j'arrivais en haut du talus,
je le vis décrocher son mousqueton de la selle. J'avais encore mon pistolet. Je l'armai et tirai sur lui, mais le coup ne partit pas. Je me retournai pour fuir, mais le haut du talus sur lequel j'étais juché à quatre pattes formait un étroit balcon au-delà duquel le terrain commençait à monter fort dur. J'aperçus une grosse pierre vers laquelle, m'étant redressé, je retraitais, mais n'osant pas perdre de vue mon persécuteur, à reculons. Mes talons heurtèrent des cailloux, et je tombai à la renverse. C'est ce qui me sauva, car l'homme m'avait mis en joue, et sa balle siffla au-dessus de moi. Il jura comme un possédé, mais son cheval fit un violent écart, et soudain, changeant d'humeur, il m'abandonna et piqua des deux pour rejoindre ses compagnons. Je me retrouvai assis, en proie à un violent tremblement. Pour me remettre un peu, je pris quelques boulettes de coca que j'avais dans ma poche. Et remarquant que le talus de l'autre côté du chemin était beaucoup moins haut et se perdait dans d'assez épaisses broussailles, je décidai de passer de l'autre côté du chemin. Celui-ci était vide, et cela fut vite fait, non sans de nouvelles écorchures. Je rampai longtemps sous les broussailles, et enfin je me trouvai dans une sente où je pus me redresser. Alors je ressaisis quelque peu de la plénitude de ma conscience, n'étant plus occupé par ma seule défense animale. Je constatais qu'il y avait de tous côtés de fortes fusillades, que le combat était engagé et que la fortune de Jaime était en jeu. Où était-il ? Une curiosité poignante me poussait à le rejoindre au plus tôt. Mais comment ? Là où j'étais, je ne voyais que des broussailles. Je me lançai sur la sente du côté où elle montait, avec l'espoir de parvenir à quelques points de vue. Je marchai longtemps sans résultat. Mais enfin, je trouvai un vieil arbre foudroyé. Je pus me guider un peu sur son tronc pourri, et je revis en contrebas le maudit chemin où j'avais fait mes premières armes. J'ai dit que descendant et remontant, il traversait un vallon. Le talus que j'avais d'abord escaladé masquait la profondeur de ce vallon en face de moi, qui allait s'élargissant jusqu'à un village. Là, on se battait ferme, et j'apercevais des flocons de fumée traversés d'éclairs. Il fallait donc revenir sur le chemin fatal, le retraverser, et par le vallon m'approcher du village. Là, j'attraperais bien une idée de ce qui se passait. Je dégringolais le sentier et j'arrivai au chemin. Il était toujours désert. En le traversant, j'aperçus ma mule qui était toujours là, au milieu des blessés. Je l'appelai. Elle fit la sourde oreille, après m'avoir considéré d'un air goguenard. Je m'approchai d'elle lentement, si lentement que, comme une sotte, elle se laissa attraper et enfourcher sans trop de résistance. Une fois redevenu son maître, je me sentis plus avantageux et je m'engageai dans le vallon, vers le village. À mesure que je m'approchais du lieu tonitruant, je goûtais davantage le calme de cette coulisse et je songeais à m'attarder. Un ruisseau glissait près du sentier et il aurait été salutaire d'y laver mes blessures. Mais la douceur chantante du courant ne me persuadait pas. Elle me paraissait une vue de l'esprit aussi vaine qu'une phrase de théologien sur le détachement du monde. En arrivant près du village, je tins conseil. Il ne fallait pas tomber chez l'ennemi. Je descendis de ma mule, l'attachai solidement, réarmai mon pistolet. Je m'avançai à petits pas à travers une plantation de maïs jusqu'à la première maison. Ce n'était pas de ce côté qu'on se battait. Entendant fort peu de bruit, j'entrai. Je trouvai des femmes et des enfants qui se mirent à hurler. Impossible d'obtenir la moindre explication. Je m'avançai donc le long d'une sorte de ruelle, au bout de laquelle j'entendais du bruit sans que je visse rien. Craignant de déboucher trop brusquement sur un groupe ennemi, je ne progressais qu'avec réticence. Levant les yeux, j'aperçus au-dessus des misérables maisons une jolie tour d'église, comme il y en a peu dans nos campagnes. Je la contemplai un instant dans le ciel, puis je continuai d'avancer avec précaution. Soudain, un bruit me fit retourner. 2 hommes s'élançaient sur moi et me saisissaient. Ils avaient le brassard rouge. Moi, j'avais retiré mon brassard blanc, mais ils avaient l'air de savoir avec qui ils avaient affaire, car ils m'entraînaient en hâte. 1 minute plus tard, j'étais poussé dans l'église du village, et on m'enjoignait à coups de crosse de grimper l'escalier du clocher. Le cœur battant, j'imaginais qu'on ne me faisait monter que pour ensuite me précipiter. En haut, je me trouvais nez à nez avec Don Benito, qui, presque seul, assis dans une embrasure, considérait le champ de bataille en fumant un cigare. Cet homme avait la mauvaise habitude de ne pas me regarder. Mais sans doute m'avait-il aperçu dans la ruelle du haut de son observatoire, mon visage renversé. « C'est vous le guitariste » fit-il, sans me jeter plus d'un coup d'œil. « Oui, Excellence » répondis-je d'une voix entrecoupée. Il fit un geste, et mes 2 ravisseurs retirèrent leurs lourdes pattes de mes épaules endolories. Il y avait 2 ou 3 officiers qui étaient aux autres ouvertures du clocher.
Don Benito regardait au dehors. De loin, par-dessus son épaule, je regardais aussi. Difficile de comprendre au premier abord, à travers la fumée qui montait vers nous. J'apercevais de vagues lignes de soldats, çà et là. Hors du village, de faibles files qui cheminaient ou tiraillaient. J'étais trop loin de l'embrasure pour voir ce qui se passait dans le village même. Mais la fusillade et la rumeur, au bout d'un moment, semblaient s'éloigner de nous. Votre imbécile d'ami est en train de se faire battre. J'étais de nouveau sous le charme de la voix mâle et calme, et le sentiment m'envahissait de n'être plus en danger. Je fis 2 pas vers l'embrasure. Sans se retourner, Don Benito jeta. « Ici, il est en train de perdre pied. C'est mon centre. » Or, il a jeté presque toutes ses forces d'infanterie contre ce centre. Elles sont en train de fondre. Fracas dans l'escalier. Une estafette entra. L'homme portait un visage noir de poudre où la sueur faisait un tatouage mouvant. Les officiers l'entourèrent. « Excellence, il lâche pied. » L'Excellence ne répondit rien. Son profil demeurait perdu. En voilà un qui aimait le cigare, peut-être plus que tout au monde. L'estafette, reprenant son souffle, me regardait d'un air féroce. Je me demandais si toute l'aventure de Jaime n'allait pas s'évanouir dans la fumée. Qu'avais-je rêvé là? Don Benito donna des ordres à l'estafette et à 2 officiers. Il n'en resta qu'un, que ma présence offusquait. « Que faut-il faire de cet homme, Excellence ?»« Rien, laissez-le là. »« Ah, mais voilà qui devient intéressant. » Don Benito prit sa lorgnette et regarda au loin. Sa voix s'était légèrement altérée. Je m'approchai et regardai par-dessus son épaule. Au loin, une troupe de cavalerie approchait du village, en ordre déployé. Je devinais que c'était la cavalerie de Jaime, le régiment d'Agreda. J'eus honte de m'être fait prendre si sottement. Il me semblait que dans ce poste d'observation de l'ennemi, j'étais comme un traître pour mes amis. Je regardai du côté de l'escalier. N'y avait-il pas moyen de s'esquiver? Mais les 2 soldats qui m'avaient amené étaient là, et il y en avait d'autres en bas. « Très bien, fit Don Benito. » Je regardais, et soudain je compris. Les cavaliers d'Agreda s'avançaient au trot sur un terrain qui était découvert jusqu'à l'entrée du village. Mais un renflement du terrain sur leur droite empêchait leur développement de ce côté-là. Or, de l'infanterie à brassard rouge se dissimulait au revers de ce pli de terrain. De sorte que les cavaliers allaient être pris en flanc par les feux de cette infanterie, tandis qu'ils se heurteraient aux premières maisons du village, où les coups de feu de plus en plus rares indiquaient que, sans doute, les partisans de Don Benito étaient les maîtres. Il me sembla que Jaime, que je devinais maintenant en tête d'Agreda, allait droit à sa perte. La sueur coula sur mon corps. C'est alors que Don Benito se retourna et me considéra avec un air de méchanceté contenue. « Vous saisissez ? Tout n'est pas dit. » Il se retourna vers son ennemi. Les cavaliers d'Agreda se mirent au galop. « Ah, Agreda, comme tu étais beau, et je n'étais pas avec toi. » La fatalité m'avait ramené avec son narquois esprit de justice à ma disposition contemplative. Je souffrais. Je regardais derrière moi. Les soldats s'étaient précipités aux embrasures du clocher et l'escalier était libre, mais trop tard, et la vue de l'action était empoignante. J'avais souvent vu manœuvrer et parader Agreda, et voilà que je le voyais dans sa destination, dans le résumé magnifiquement succinct de ses vantardises et de ses vanités, de son orgueil et de son amour. C'était un de ces rares moments où il est donné à l'homme d'être lui-même en se jetant tout à fait hors de lui. C'était un de ces moments où les hommes sont vraiment des amis et fondus dans un amour qui passe hautainement les amours. Hommes et chevaux, au comble de l'esprit animal, formaient des centaures qui s'élançaient dans une ruée semi-divine vers notre clocher, dont les cloches auraient dû sonner. Ô magnifique rangée de poitrail qui s'avançait vers nous, qui montait vers nous. Ô crinière, ô queue, ô écume, ô long cri perdu. Mystère d'humanité qui se donne pour rien, à rien. Ô beauté qui te suffit frénétiquement à toi-même. Ô minute à jamais perdue, à jamais éternelle dans le cœur. Ma poitrine était contre le dos de Don Benito, qui continuait de fumer son cigare et ne songeait pas plus que moi qu'une main pouvait le précipiter du haut en bas du clocher, pour le punir de ce qui allait arriver. Qui arrivait? L'infanterie de Don Benito se dressait tout le long du relèvement du terrain, au flanc d'Agreda, et d'épouvantables feux de fil jetaient la confusion dans l'escadron de droite. Les chevaux s'effondraient, se cabraient, retombaient les uns sur les autres. Les centaures se disjoignaient, âme d'un côté, corps de l'autre. Je vis Jaime tourner la tête vers le malheur,
puis de nouveau faire face en avant et lever son sabre. Agreda continuait d'avancer, devenait énormément visible dans son détail éperdu. Alors il y eut 3 grosses détonations à la lisière du village. Don Benito avait là une batterie. À droite et à gauche de Jaime, derrière lui, il y eut 2 trouées dans le flot de ses hommes. Les cavaliers arrivaient sur le village. Ils se perdirent dans la fumée des feux de mousqueterie qui en sortaient. Combien en restait-il ? Et Jaime serait sûrement tué. Je ne voyais rien et cela me redonna l'idée de la fuite. Je me retournai, l'escalier était là, béant. Don Benito et les autres ne songeaient guère à moi. Je reculais pas à pas et me ruais dans l'escalier. Chapitre 9. Comment je sortis du village, trouvai un cheval et gagnai au large, je ne le raconterai pas, car j'étais là de mes allées et venues dans les coulisses et je fis le nécessaire dans une hâte obscure. Je m'étais arraché avec horreur au charme de Don Benito et au charme de la contemplation. Je voulais retrouver mes compagnons et partager leurs défaites et leurs chagrins. Je voulais surtout retrouver Jaime mort ou vivant. J'étais si indifférent à tous les obstacles que je pouvais rencontrer que je les traversais sans encombre, dans le rêve de mon désir. La zone de combat était étroite, et faisant un assez large détour, je me retrouvais en peu de temps sur les derrières de la petite armée de Jaime. Comme il était facile à prévoir, l'attaque sur le village avait échoué et tourné en sanglant échec. 2 petites troupes fourbues et ensanglantées refluaient autour de moi. Je demandais de tous côtés où pouvait être Jaime. Les uns me répondaient qu'il était tué, d'autres l'injuriaient, et moi en plus. D'autres secouaient la tête sans mot dire. Le bruit du combat avait peu à peu cessé et on n'entendait que des fusillades intermittentes qui me désignaient la marche de nos arrière-gardes. Si Jaime était encore vivant, il était là. Je poussais mon cheval par là. Jaime. À un détour du chemin, je vis Jaime. Il marchait seul, en tête d'un petit groupe de cavaliers d'Agreda. Je m'approchai de lui et le désespoir me tordit le cœur à l'idée qu'il allait deviner quelque chose de mon absurde équipée et douter de ma fidélité, sinon de mon courage. Il me regarda venir avec indifférence, puis son visage s'éclaira un peu. J'avais oublié que j'étais couvert de sang et déchiré. « Hé, guitariste, tu t'es aussi battu? C'est bien ça !» Mon cœur frémit d'aise et faisant volter ma monture assez gaillardement, je me mis près de lui botte à botte. « C'est fini, guitariste. »« Non, Jaime. J'ai assez fait tuer d'hommes comme ça. Le courage ne suffit pas. La guerre change de face en un instant. Tais-toi. » Nous marchâmes quelque temps sans mot dire, mais le silence me pesait terriblement et j'avais la certitude que mon destin était entre ses mains. La nuit tombait et je considérais les ombres avec égarement, comme un pauvre étudiant de théologie à qui l'examinateur vient de poser une question ardue et qui, dans le premier moment, ne sent que le vide dans sa tête. Il me fallait trouver quelque chose. Je ne voyais sans cesse que le dos de Don Benito à l'embrasure du clocher et la fumée de son cigare. Une lueur me vint par là. J'arrêtai soudain mon cheval et je criai. « Arrête, Jaime !»« Quoi ?» hurla-t-il avec une soudaine rage. « Il faut revenir. Imbécile ! Non, ils ne continuent pas le combat. Ils ne nous poursuivent pas. Ils ne vont pas se garder. Je connais un chemin. Je te conduirai où est Don Benito et nous le surprendrons. » Il me répondit par une bordée d'injures et poussa son cheval sur le chemin de la retraite. Je revins vers lui et le suppliai longtemps. Mes explications finirent par lui paraître étranges et il me cria « Tu es un traître! Tu veux m'attirer dans un piège! Arrêtez-le » cria-t-il derrière lui. Un officier s'avança vers moi, le pistolet haut. « Jaime, je t'offre ta dernière chance. Si tu me fais tuer, tu n'auras plus qu'à te tuer toi-même. »« Attends » dit-il à l'officier. « Pied à terre. » Nous descendîmes tous de cheval. « Laisse-moi te raconter, Jaime, tu comprendras. Qui a encore un cigare ?» Un homme lui tendit un fragment informe d'un geste si tendre que je repris confiance dans notre destin. « Viens et parle. » Il m'emmena à l'écart. Pendant mon récit, il me considéra avec un air incrédule et méfiant d'abord. Puis une sorte de lueur vint dans ses yeux. Il était peut-être plus étonné de découvrir une âme si différente de la sienne que d'entrevoir l'incroyable perspective que je lui montrais. Je lui proposai un plan précis. Je finis par ces mots. « Si tu dois mourir, il vaut mieux mourir de cette façon-là. Et les hommes qui sont ici aiment aussi mieux mourir en jouant leur dernière carte qu'en se fourrant sous la table. »
Je vis soudain Jaime revivre. L'aventure le séduisait. Il expliqua tout à nos hommes, qui dans l'ombre s'ébobirent. Un long murmure prolongea le discours du chef. Si nous continuons la retraite, nous perdons tout. Si nous réussissons le coup, la paz est à nous. J'avais dit cela d'une voix que je ne connaissais pas. Et si tu trahis, je t'étriperai avec ce couteau, dit quelqu'un. Oui. Mangeons, buvons et partons, décida Jaime. Encore une course que je ne décrirai pas. Et pourtant, alors que la précédente s'était faite, comme je l'ai dit, dans un seul instant à cause de la réfraction de mes sens qui ne saisissaient au dehors que l'indispensable, maintenant, alors que je guettais Jaime et sa petite troupe, j'étais dans un état tout contraire, et l'inattention soudaine que j'apportais à l'objet unique et capital de notre quête me livrait à la réminiscence fastidieuse de tous les accidents de la route. Pour la 3e fois, je parcourais le chemin que j'avais d'abord suivi avec la patrouille et que j'avais renfilé pour fuir Don Benito. La lune s'était levée et maints détails me rappelaient avec une insistance stupide, intempestive, caricaturale, les incidents de ma journée, somme toute solitaire. La vérité était que j'étais exténué, tourmenté par mes blessures et que j'avais envie de tout envoyer au diable. Mais le sentiment des convenances me retenait auprès de Jaime. Je le conduisais au village et en dépit de la précision de mon plan, je ne savais ce qui allait arriver. Et je le savais moins à mesure que nous approchions. Mon assurance était dissipée par la fatigue et l'ennui. Mais l'assurance manquant faisait place à l'insouciance et à une certitude. En tout cas, toute cette affaire serait finie cette nuit. Comme je l'avais prévu, l'ennemi ne nous avait pas poursuivis et était resté sur ses positions. C'étaient là les mœurs de notre nation. Et j'avais sans doute raison de penser qu'il suffirait d'en prendre le contre-pied pour approcher d'un résultat. Nous ne fîmes aucune mauvaise rencontre jusqu'aux approches du village, dont Jaime m'avait révélé qu'il s'appelait Aguadulce. Nous nous arrêtâmes. Il était entendu que je pénétrerais d'abord seul dans le village. Mais l'officier qui se méfiait de moi, et qui n'était autre que Fernandez, insista pour m'accompagner, et en dépit de mon amour de la solitude, qui me paraissait particulièrement désirable en ces dernières minutes, je dis à Jaime qu'il valait mieux lui céder. D'après ce que nous entendions, les Rouges célébraient leur victoire et festoyaient. Fernandez n'appartenait pas au régiment d'Agreda et pourrait n'être pas tout de suite remarqué. Nous convînmes de jouer les ivrognes. Il n'y avait nulle part de sentinelle et nous avançâmes sans gêne dans la rue où j'avais été pris. Je repensais à cet étrange fait que Don Benito avait trouvé le temps de me voir de son clocher et de me faire saisir. Curieux homme. Mais je ne voulais plus me prêter à ses jeux. J'étais là pour savoir où il était. Je craignais qu'il ne fût reparti pour la passe, qui n'était qu'à quelques lieues. Mais mon ennui qui voulait finir m'attachait à un espoir obstiné. Fernandez connaissait le village et m'assurait que le protecteur devait être installé chez le corregidor. Cela ne me paraissait pas dans le caractère dérobé de mon homme. La rue qui m'était familière était fort calme. Mais au bout, nous nous trouvâmes sur une petite place qui était transformée en un bivouac et une beuverie. Autour de grands feux, les hommes mangeaient du mouton rôti, buvaient force genièvre, chantaient, gueulaient et plaisantaient. Les putains ne manquaient pas, et personne ne se souciait de nous. Je tremblais que mon gardien ne fût reconnu. Alors je brusquais les choses, et avisant à un gros sergent ivre, je m'exclamais « Ah, Don Benito n'aurait pas dû nous laisser sans retourner si vite à la capitale. Par les mamelles de la Vierge, tu mens! Ce n'est pas à moi que tu compteras qu'il nous a quittés. Il est au petit couvent, j'en viens. » Cette idée de couvent me paraissait adéquate. Mon compagnon ne savait pas où était ce petit couvent, mais je me renseignai de nouveau, et avec des précautions, nous pûmes étudier les approches du lieu et un chemin détourné par où y amener Jaime. Cela fut fait sans alerte dans l'heure qui suivit. Le temps pressait, car la nuit allait finir. Malgré son insistante, Fernandez, qui râlait de dépit, resta en arrière, à la tête de la petite troupe, et Jaime et moi, bien armés, nous arrivâmes au mur qui entourait le jardin du couvent. À ce moment-là, le sommeil commençait à étouffer la jouissance des ivrognes et à couvrir tout le village. D'ailleurs, ce coin était resté tout le temps indemne. Le mur était à hauteur d'homme et facile à sauter. Mais nous craignions des sentinelles à l'intérieur. Nous avions retiré nos bottes. Je me rappelle cette odeur fauve qui, dans la fraîcheur de la nuit, était montée de nos pieds, surtout de ceux de Jaime. Dans le jardin, nous entendîmes ronfler un homme, sans doute la sentinelle, et nous allâmes vers une fenêtre qui était éclairée et que j'avais repérée auparavant. Les jalousies étaient abaissées, mais la fenêtre ouverte derrière elle. Nous scrutâmes l'intérieur. Personne. Nous nous décidâmes sans mot dire à pénétrer dans la pièce. Les portes y étaient fermées, mais une fenêtre donnait d'un autre côté.
sur un patio, ou plutôt un cloître. La fenêtre était fermée, mais il me parut préférable d'ouvrir cette fenêtre qu'une des portes. Nous mîmes du temps à ouvrir la fenêtre, et nous ne pûmes le faire sans un peu de bruit. Après cela, nous découvrîmes qu'une sentinelle était au beau milieu du jardin intérieur, et le fusil entre les bras, bâillait aux étoiles, en marchant de temps à autre. Cependant, nous avançâmes sous la galerie où donnait notre fenêtre, et aussitôt nous aperçûmes que la chapelle était au bout de cette galerie. Il y avait de la lumière dans la chapelle, et la porte était ouverte dans le prolongement de notre galerie. Je fis mine d'y aller. Raimé me saisit le bras, et dans l'ombre, sa mimique me disait que nous n'avions rien à faire par là. Mais je m'obstinais. Protégés par l'ombre qui tenait toute la galerie, hors de la surveillance de la lune, nous arrivâmes à la porte et pénétrâmes dans un vestibule qui était avant la chapelle. Un homme marchait dans la chapelle, ce qui fit que pendant un instant, nous n'osâmes pas avancer. La régularité de la marche, une alternance de rapprochement et d'éloignement, nous donnèrent l'idée de quelqu'un qui faisait les 100 pas. Mais un moine n'aurait pas eu de bottes et d'éperons. Un pressentiment me prit, ou plutôt acheva de se préciser, un long pressentiment qui me guidait depuis que j'avais arrêté Raimé sur la route de la retraite. Nous avançâmes un pied après l'autre. J'avais bien retrouvé Don Benito, le triste et méditatif Don Benito, qui, fumant son cigare sans gêne, parcourait de haut en bas et de bas en haut la chapelle, s'arrêtant parfois devant l'autel où la molle caresse des cierges faisait briller un peu d'or. À partir de ce moment, je craignis Raimé. Je l'avais amené là, mais tout geste de lui me paraîtrait abusif. Le moins que je pouvais penser, c'était qu'il serait dangereux, car approcher Don Benito n'était pas commode. Il aurait le temps de crier, et l'avoir tué ne nous épargnerait sans doute pas de l'être. Que voulait faire Raimé? Je ne pouvais voir son visage, et nous n'osions chuchoter. Don Benito prit une décision pour nous. Là de marcher, il s'assit dans une stalle sur le côté de l'autel. Nous pouvions nous approcher de lui en nous protégeant de l'ombre plus épaisse qui était le long des murs. Raimé eut la même pensée que moi, et il commença de cheminer. Ce fut un étrange voyage que nous fîmes là, dans l'ombre, sous l'œil d'un dieu qui, du reste, en avait vu bien d'autres. De temps à autre, Don Benito remuait dans sa stalle, et d'horribles craquements nous figeaient au sol. Une pensée me remuait de moment en moment que le geste de Raimé allait me déplaire, et pourtant, je l'avais voulu, et je le voulais encore. Ce geste allait sceller toute notre vie de ces derniers temps, en faire une irrémédiable pensée. Ce que j'avais passionnément désiré, c'était tout ce que nous avions vécu jusqu'à ce moment, et non pas ce que nous visions après. Et Don Benito? Je regretterais Don Benito, qui m'avait charmé. Si j'avais connu Don Benito avant Raimé, cette tardive pensée me traversa. Ne l'aurais-je pas beaucoup aimé? Le moment fatal approchait. Nous étions à quelques pas de notre victime. Nous nous ruâmes, et Don Benito fut sous nos pistolets. Oh, pauvre de nous! Je vis ce qu'est l'humanité et comment l'âme la plus forte peut être déconcertée jusqu'au fond par l'apparition de ce qu'elle a attendu si aiguement. Nul doute que Don Benito fut au comble de la méditation la plus sérieuse. Tel que je le connaissais, sa victoire avait fini de le dépouiller. Ce que nous lui apportions, c'était décidément ce qu'il considérait dans cette croix d'or vers quoi il pointait le feu désolé de son cigare. Mais notre moyen de théâtre eut raison de son propos. Un flot de sueur inonda sa face qui, pâle à l'ordinaire, devint d'une teinte inconnue. Sa mâchoire se relâcha dans le subit dénouement de son orgueil, de sa dignité. Le cigare, cet ultime symbole de sa conscience, roula sur les dalles. Tout son corps, avec la sottise d'une bête acéphale, essaya de rentrer dans le bois de la stalle. Oui, tous ses nerfs, dans un vœu insensé, essayaient de faire bois, se prétendaient bois. Je regardais Raimé. Il était fasciné, lui aussi. Sa musculature se contractait pour tenir droit ce pistolet qui devenait le centre de la situation et dont le métal semblait plus vivant que nos 3 vies. Je voudrais dire que je ne sais pas ce qui s'est passé, tant le silence fut long et tant il me semblait impossible qu'il finît jamais. Soudain, Raimé abaissa son pistolet et le remit à sa ceinture. Ce geste produisit une révolution immense dans Don Benito, qui en une seconde fut baigné dans l'espoir. Alors j'eus une inspiration. Et moi qui me croyais anéanti, muet pour toujours, je dis « Oui, Raimé, c'est ça. Donne-lui le temps de se remettre. Nous l'avons surpris. Il faut qu'il ait le temps de se remettre. C'est un homme comme il y en a peu. »
Ma voix relança un autre, et aussi violent courant dans l'être de Don Benito, et il retrouva une sorte de figure humaine. Humaine, mais n'est-ce pas le visage de la mort qui est le plus humain? Pour me jeter un de ces brefs regards de côté dont il m'avait quelquefois honoré. Oui, oui, murmura-t-il. Mais Jaime pensait qu'il ne faut pas jouer avec sa chance, si sûre qu'elle paraisse, cette chance que, dans la journée, il avait cru foudroyée par les canons d'Aguadulce. À la place du pistolet, sa main tenait maintenant un poignard, et aussitôt il frappa. Il frappa durement, sûrement, en plein cœur. Tandis que le bras se levait, le visage de la victime s'était écarquillé immensément. Puis il se tordit, puis il demeura stupéfait. Définitivement.